Dans cette vidéo, je vais te détailler tout ce que je mets en place comme package, comme outil, comme technologie dans le cadre de la création d'un projet avec Nuxt.js. L'objectif est de te permettre d'avoir un espèce de boilerplate que tu pourras réutiliser pour tes propres projets. Et juste avant de commencer, n'hésite pas à liker ce contenu pour lui donner de la force. C'est parti. On va déjà commencer par installer Nuxt.js. Alors tu peux commencer directement en copiant ça. On va aller approfondir la chose quand même, parce que l'objectif c'est d'en apprendre un peu plus parce que tu as différentes façons de pouvoir installer un projet Nuxt.js. Tu peux utiliser NPM, tu peux utiliser Yarn, PNPM ou Bund. Nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser NPX et pour le coup, on va copier cette ligne de commande. On va ouvrir notre terminal préféré. Moi, ça sera iterm. Après, je te laisserai choisir le terminal qui t'intéresse et on va aller installer ça dans notre projet npx nuxi la test de init et on donne un projet. Je vais l'appeler click combat parce que j'ai pas d'autre solution. On va nous poser des petites questions. Alors, est-ce qu'on veut être sur la version de 3.22? Bien évidemment, on va prendre la version la plus récente. Ensuite, il va te poser la question quel gestionnaire de package tu veux utiliser. Est-ce que tu veux utiliser du NPM, du PNPM, du Yarn, etc., etc. Donc nous, on va rester sur du NPM parce que c'est le gestionnaire de package le plus courant avec Node.js. Il nous pose la question aussi si on veut initialiser un repo Git. Alors nous, par défaut, on va faire non, puisque pour le coup, on ne va pas initialiser un repo Git pour cet exemple-là. Et on a terminé. Il va nous proposer des petits textes supplémentaires, notamment de rentrer dans le dossier Click Combat et puis de démarrer notre serveur. Nous, on va faire ça un petit peu différemment. On va faire un code de notre dossier Click Combat pour directement ouvrir notre IDE. Comme tu le vois, on a notre structure de projet Nuxt.js et on va ouvrir notre terminal dans notre éditeur de code pour faire un npm run dev de façon à pouvoir démarrer notre serveur Nuxt.js et ouvrir tout ça dans notre navigateur. Notre projet est installé, notre projet est démarré. Tu vois, en quelques lignes de commande, on a réussi à démarrer notre application. On peut approfondir la documentation, notamment on a fait un npm run dev directement. Si tu rajoutes les deux tirets du 6 avec le tiret O derrière, ça te permet d'ouvrir directement ton application dans un navigateur. Donc c'est une petite astuce supplémentaire si tu veux démarrer plus vite ton projet. Quand tu redémarres ta machine par exemple, tu peux faire un npm run dev -O et ça t'ouvre ça directement dans ton navigateur. Attention, le serveur Nuxt.js s'ouvre sur le port 3000, donc il faut bien faire attention quand tu as l'autocomplétion dans ton navigateur. Des fois, tu peux travailler sur du 80-80 et pour le coup, n'oublie pas que Nuxt.js tourne sur un port 3000. La chose suivante que je fais quand j'installe un nouveau projet avec Nuxt.js, c'est d'utiliser Nuxt.js Tailwind qui permet d'intégrer tout ce qui permet de créer une interface graphique assez sympathique, notamment uniquement sur le nommage de classe CSS. Ici, tu vois, on a un texte qui fait 2 XL, on a un font medium, on peut changer ça assez facilement. On a un petit exemple justement vidéo ici, là, qui nous montre la modification au fur et à mesure des différentes informations. Item Center permet de centrer. Ici, on a permis d'avoir un gap supplémentaire. Ici, ça nous permet de changer la disposition des éléments. Donc, tu vois, on a pas mal de petites choses, notamment, tu as toute la documentation qui est assez sympathique, que tu peux utiliser et qui est très bien faite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le module directement dans notre projet Nuxt.js. Et pour ça, on a deux solutions. On a la solution d'ajouter un module directement, c'est-à-dire que tu fais un npx nuxt latest module add tailwind css, ou autrement, tu peux le faire à la main et c'est ce que nous, on va faire parce que on est des devs, on est des vrais. Ce que je vais faire, c'est prendre la commande qui m'intéresse, c'est-à-dire npm install-save-dev. Je vais coller ça dans mon terminal et je vais faire entrer. Ensuite, je vais utiliser cette ligne de commande qui va me permettre d'installer Nuxt.js Tailwind CSS directement dans la configuration de mon projet. La configuration du projet, elle se trouve ici. J'ajoute une petite virgule et boum, c'est collé. Je vais ajouter le préprocesseur SAS parce que j'aime bien travailler avec SAS et non pas que du CSS. Et je vais faire un petit peu de configuration. Notamment, je vais ajouter un nouveau fichier, un fichier tailwind.config.js et dedans je vais juste lui ajouter ces éléments-là par défaut. Je ferai des configurations plus tard dans mon projet, mais là à l'heure actuelle on n'a pas besoin de configuration spécifique. Ensuite on va ajouter un dossier à la racine qui s'appelle assets dans lequel je vais ajouter un fichier qui s'appelle style.scss
de telle sorte à pouvoir inclure un certain nombre de librairies, notamment propres à Tailwind. Je vais donc ajouter les différents éléments de base de Tailwind, donc base Tailwind CSS base, les composants et les utilitaires. Et je pourrais ajouter bien évidemment d'autres éléments, notamment un sous-dossier dans lequel je vais pouvoir ajouter des styles et rajouter des fichiers, notamment par exemple la possibilité d'avoir un fichier de variable pour pouvoir le réutiliser de la façon suivante, style variable qui correspond à mon dossier de style et à mon dossier de variable. Néanmoins, pour aller plus loin, parce que je peux avoir d'autres dossiers, ce que je vais faire, c'est ajouter un fichier main SCSS qui lui va inclure mes variables et je vais pouvoir l'inclure directement ici et voir renommer main de façon à avoir la même structure en termes de nommage de fichiers. Il me reste plus qu'une petite chose à faire, c'est rajouter mon fichier de CSS à la racine de ma configuration Nuxt.js, donc dans le fichier nuxt.config.ts à la racine du projet, dans lequel je vais pouvoir aller appeler les assets et notamment aller chercher le fichier style SCSS. Pour la partie style, c'est à peu près tout ce que je mets en place, compte tenu du fait qu'après par la suite, c'est ton projet qui va rajouter de la complexité pour construire l'interface graphique de ton application. Après, je vais travailler principalement sur le contrôle des données en utilisant deux packages différents, notamment Zod, qui est un contrôleur de données que je vais pouvoir utiliser du côté back avec Nuxt.js, et Yup, qui est aussi un autre contrôleur de données, mais que je vais plus utiliser du côté front. Pourquoi est-ce que je les utilise de façon combinée? C'est tout simplement qu'on se retrouve avec à peu près la même syntaxe pour contrôler les données, aussi bien du côté front que du côté back. Ce qui me permet de gagner du temps et de ne pas avoir à faire de la montée en compétences plus sur une technologie que l'autre. Donc je viens ajouter npm, i, yup et zod, et c'est tout. J'ai pas besoin de plus de complexité que ça à avoir. Les packages ont été ajoutés dans mes dépendances et je pourrais utiliser cette technologie directement dans mon projet. Voici un exemple avec yup, où ici je vais déterminer un certain nombre de propriétés, par exemple un nom, un âge, un email, un site web et une date de création, et je vais définir pour chacune des propriétés quel type elle est. Donc ici, on va être sur une chaîne de caractères, sur un nombre, une chaîne de caractères, une chaîne de caractères, une date. Est-ce que c'est requis? Effectivement, ça peut être requis, mais ça peut être optionnel. Donc tu vas utiliser par exemple optional pour pouvoir dire que c'est optionnel. Est-ce que ça doit être une valeur positive et est-ce que ça doit être une valeur entière? Ici, c'est une chaîne de caractères et on décide que ça soit un email. Donc tu vois que c'est une nomenclature relativement simple à comprendre. Il y a juste à enchaîner les différentes méthodes pour pouvoir contrôler la donnée et par la suite de pouvoir utiliser le schéma de données que tu as créé pour pouvoir valider les informations en fonction d'un objet que tu vas lui passer en paramètre. Et si tu regardes pour Zod, on se retrouve exactement avec la même chose. La différence, c'est qu'ici, on va mettre un Z pour Zod. On va définir un objet avec un nom, un âge, une chaîne de caractères, un number. Mais si tu veux que ça soit requis, eh bien, tu vas ajouter required. Si tu veux que ça soit optionnel, tu vas ajouter optional, ce qui te permettra de pouvoir contrôler les données de tes formulaires d'un côté et de l'autre côté, par exemple pour une API, de contrôler les données reçues dans ton API. Voici un autre exemple d'utilisation de Yup directement sur un cas concret d'un projet sur lequel je travaille actuellement. Ici, on voit qu'on a un schéma qui va avoir un email. Cet email-là va appeler Yup. On dit que c'est une chaîne de caractères, on dit que c'est un email, on lui passe un message d'erreur dans le cas où on est sur un email invalide et on dit que c'est required. Par exemple, pour un mot de passe, on dit que c'est une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères doit faire moins de 6 caractères. On lui donne un message d'erreur le cas échéant et on lui dit si c'est requis ou non. Dans le cadre de contrôle de données par l'intermédiaire d'une API, eh bien ici nous avons un schéma avec Zod où on a défini un objet qui va comprendre un UID avec une chaîne de caractères, minimum 3 caractères, et on définit un message d'erreur. Ici on est sur un username, minimum 3 caractères, on définit un message d'erreur. Pareil par exemple pour une bio. Une bio, on pourrait dire qu'il y a 10 caractères ou plus. Dans le cadre d'une image, on reçoit une chaîne de caractères. Et si on a des objets un peu plus complexes, par exemple une liste de réseaux sociaux, eh bien ici on se retrouve avec un objet qui va définir des sous-objets qui vont avoir comme structure une clé avec une chaîne de caractères qui, elle, peut être optionnelle. Et par contre, cet objet-là peut être aussi optionnel. Pour contrôler cette donnée-là, c'est assez simple. Je vais appeler
mon query schéma, qui est la définition de mon schéma défini au préalable, et je vais parser les différentes informations que j'aurai récupérées par l'intermédiaire de mon API, par exemple dans le cas d'une requête POST. J'aime bien que mes données aient un formatage en particulier, c'est pour ça que je vais utiliser ESLint. Et donc pour ça, je vais retourner dans mon terminal, je vais lui ajouter la commande suivante, npm install-d majuscule pour le mettre en dev dependency, et je vais ajouter nuxt ESLint. Une fois que j'ai terminé, je vais ajouter un nouveau fichier que je vais mettre à la racine qui va s'appeler eslint.config.mjs. Je t'affiche la configuration que moi je mets, bien évidemment c'est à toi d'adapter les différentes règles, mais là ce que je recherche à avoir comme configuration à la base, c'est tout simplement d'avoir un code HTML qui a les propriétés qui s'alignent les unes au-dessus des autres. Ça veut dire que je veux éviter d'avoir des lignes de CSS alignées les unes à côté des autres. Voici un exemple de code HTML qui aurait été écrit avec des propriétés alignées les unes à côté des autres, et voici le formatage que l'outil me permet d'avoir, ce qui permet d'avoir une meilleure lecture en termes de code HTML. Bien évidemment, tu peux complexifier les différentes règles ou simplifier les différentes règles. Je t'invite donc à aller faire un tour dans la documentation qui est proposée par ESLint pour pouvoir te permettre d'optimiser ton formatage de code aux petits oignons. Bien souvent, j'ai besoin d'effectuer des tests unitaires dans mon application, ou plutôt des tests fonctionnels sur les différents composants que je développe, et c'est la raison pour laquelle je vais devoir installer Vitest. Donc je vais faire un npm install-d pour avoir ça dans les dev dependencies, et ajouter Vitest, et pendant que Vitest s'installe, je t'invite à aller faire un petit tour dans la documentation parce qu'il y a énormément d'informations à connaître sur cet outil pour pouvoir tester tes applications efficacement. Ici, on a un exemple de test extrêmement simple où on a d'un côté une fonction dans un fichier JS qui fait la somme de deux valeurs, et de l'autre côté, on va avoir notre Vitest qui va nous permettre d'avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités, notamment test, où tu peux utiliser IT, moi c'est ce que j'utilise, et aller s'attendre à un résultat avec différentes fonctions, comme par exemple except, qui sont des fonctions à importer par l'intermédiaire de Vitest. Il va falloir bien évidemment ajouter dans ton fichier package.json la commande pour pouvoir exécuter les tests unitaires ou les tests fonctionnels que Vitest peut mettre en place. Donc c'est ce qu'on va faire, on va aller dans le package, on voit que Vitest a été installé dans les dev dependencies, et on va rajouter une commande supplémentaire pour nous permettre de lancer Vitest. Si tu regardes bien, par défaut, il prend deux types de fichiers, un fichier .test.ts par exemple, ou .js, ou un fichier .spec.ts ou .js. Voici un exemple extrêmement basique de l'utilisation de Vitest pour pouvoir faire tes tests de composants. Ici, j'ai un bouton primary qui est un composant extrêmement simple. Nous avons une div qui englobe un bouton. Ce n'est que du code HTML, si ce n'est qu'on a ajouté des propriétés qui peuvent être dynamiques, et ce bouton peut prendre un certain nombre de propriétés, notamment un label, un type, bouton, submit, reset, est-ce qu'il peut être read-only, c'est-à-dire disable ou pas, et on peut lui ajouter des couleurs ou encore une taille. C'est à peu près tout ce que ce composant fait. Il n'est rien d'autre qu'un bouton standard sur lequel on va cliquer et on va récupérer les événements à l'extérieur de ce composant. Voici vraiment un exemple basique de l'utilisation de ce bouton-là, le bouton primary qui prend un type submit, qui prend un label login. Est-ce qu'il est read-only? Oui, en fonction d'un état du formulaire, et voire même je peux corriger un petit peu mon code puisque je n'ai pas besoin de la suite. Donc voilà l'utilisation. Maintenant, au niveau des tests, voici comment que ça se présente. Ici, on a Vitest qui a été installé, dans lequel j'ai mis un describe qui me permet de dire que je vais tester le bouton, ce qui me permettra au niveau de mes tests de pouvoir retrouver la description associée à mon bouton. Et je vais donc créer un certain nombre de tests unitaires. Tout à l'heure, tu as vu dans la documentation qu'il mettait test. Moi, je mets IT et je lui donne un label. Une fois que j'ai donné ce label-là, je vais pouvoir utiliser un ensemble de fonctionnalités associées à Vitest pour pouvoir importer mon bouton en tant que composant, lui ajouter un certain nombre de propriétés et effectuer un certain nombre d'actions, comme par exemple vérifier que le label de mon bouton c'est bien primary bouton, que le type qui a été envoyé c'est bien type bouton, et que les attributs qui se trouvent à l'intérieur ne sont pas présents, comme par exemple disable. Et tu peux donc écrire un certain nombre de tests, mais bien évidemment l'objectif n'est pas de te faire un cours sur les tests unitaires. Je t'invite à aller regarder tout ce qui se trouve dans la documentation pour pouvoir te familiariser avec Vitest. Et enfin, pour concrétiser l'entièreté de mon projet, je vais utiliser une technologie comme Firebase que je vais installer directement dans mon projet. Pour installer Firebase, je vais tout simplement clean mon terminal.
terminal. Et de façon globale, je vais faire un npm install-g de Firebase Tool, puisque j'en aurai besoin par exemple pour démarrer des émulateurs, configurer un projet ou encore d'autres choses. Là, je n'ai pas besoin de le faire puisque c'est déjà configuré sur ma machine. Et une fois que c'est fait, je vais avoir besoin de faire un Firebase login pour me connecter à mon compte Google Firebase. Encore une fois, ici, j'ai pas besoin de le faire puisque ça a déjà été effectué sur ma machine. Une fois que c'est terminé, je vais pouvoir faire un Firebase init dans mon projet. Ça va me permettre de sélectionner un ensemble d'outils que je vais pouvoir intégrer dans le cadre du développement de mon application. Par exemple, si je veux utiliser la base de données Firestore, je peux utiliser et sélectionner Firestore. Je peux aussi utiliser le système de storage, par exemple pour stocker des images, ou encore l'émulateur si je veux utiliser Firebase en local pour pouvoir faciliter mon développement. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur Entrée et je vais pouvoir sélectionner un projet qui est déjà existant. Notamment, je vais faire Use Project. Je vais sélectionner un projet en particulier dans ma liste des projets. Là, j'ai une erreur parce que je n'ai pas configuré de base de données pour ce projet-là. Il te suffit d'aller dans ta console. Par exemple, ici, on va créer un projet qui s'appelle test vidéo. On n'a pas besoin de Gemini dans Firebase et on n'a pas besoin de Google Analytics. On va cliquer sur continuer pour accéder au projet. Et dans le projet, par exemple, on va mettre en place notre première base de données, Firestore Database. Je vais créer une base de données par défaut, les règles de production par défaut, et ma base de données est prête. Je vais pouvoir retourner dans ma sélection, prendre une base de données. Là, on va prendre l'émulateur. On va utiliser un projet déjà existant. On va accepter le fait de pouvoir ajouter les règles de Firebase. Pareil pour les index. Et on va sélectionner le type d'émulateur que l'on souhaite avoir. Notamment ici, on veut simplement, par exemple, Firestore Emulator. On va le définir sur le port 8080. C'est pour ça que je t'expliquais que le port 3000 était important à conserver pour l'utilisation de Nuxt.js plus tôt dans cette vidéo. On va utiliser la possibilité d'avoir l'émulateur en version graphique avec son port associé. Et si on a besoin de télécharger l'émulateur maintenant, on le fait, donc on clique sur Yes. Une fois que tout ça est fait, eh bien je vais installer Firebase sur ma machine. Je vais installer Firebase à deux endroits différents. Un endroit pour la partie front, pour les requêtes par exemple d'authentification, et un autre endroit pour la partie back-end, par exemple pour que l'API puisse accéder à ma base de données via l'API proposée par Nuxt.js, notamment la partie serveur. Si tu ne sais pas à quoi ça correspond, tu as la possibilité avec Nuxt.js de te créer une API directement auto-hébergée avec Nuxt.js avec une structure particulière. Notamment ici, on a un dossier serveur, on va avoir un dossier API, et ce dossier API va te permettre d'accueillir un fichier TypeScript. Dans ce fichier TypeScript, tu vas pouvoir ajouter une fonction, define even handler, qui te permet de retourner les données dont tu as besoin. Donc à l'intérieur, tu vas pouvoir développer ta logique qui va te permettre de retourner de la donnée que tu vas pouvoir récupérer du côté front. Notamment un petit exemple ici de code côté front, où on se retrouve avec une balise script qui va faire un useFetch. Un useFetch, c'est comme un fetch en JavaScript, c'est la possibilité d'aller faire une requête HTTP via API/hello. Pourquoi API/hello? Tout simplement parce que ici, on a le /API/hello.ts. Et on peut récupérer la donnée qui sera retournée ici, donc qui sera tout simplement un hello suivi de world. Pour la partie backend, je vais commencer par faire un npm install de Firebase admin et de Firebase functions. Pourquoi les deux? Tout simplement parce que Firebase admin va me permettre de pouvoir requêter ma base de données Firebase, donc Firestore par exemple, ou même d'autres fonctionnalités associées, comme par exemple le cloud storage, par l'intermédiaire de mon API serveur. Et le Firebase Function me sera utile si je dois déployer mon application sur le système de hosting de Firebase, sinon ça ne fonctionnera pas. Et ceci n'étant pas documenté sur nuxtjs.com, c'est la petite astuce que je peux te donner en plus. Une fois que tout ça c'est fait, je vais faire un npm install juste de Firebase. Cette installation me permettra d'utiliser Firebase du côté front. Et pour pouvoir utiliser Firebase aussi bien du côté back que du côté front, je vais devoir installer à la racine de mon projet un dossier qui s'appelle plugins, dans lequel je vais mettre un nouveau fichier qui s'appelle firebase.client.ts. À l'intérieur, je vais lui donner une configuration de Firebase basique. Je vais rester relativement simple dans cet exemple-là parce que l'objectif n'est pas de te faire un cours sur Firebase, mais tu peux te retrouver avec l'initialisation de Firebase dans lequel tu vas ajouter tes clés API d'authentification, de Project ID, de bucket Firebase que tu peux retrouver dans ta console. Notamment, tu peux aller juste ici dans les paramètres du projet. Et dans les paramètres du projet, tu crées un nouveau projet web
que tu vas appeler par exemple test vidéo, où tu vas pouvoir récupérer toutes ces informations que tu pourras mettre directement dans ton projet. Une fois que ton application est initialisée via Initialize App, où tu lui auras mis la configuration, tu peux retourner par l'intermédiaire de ton plugin le résultat de l'initialisation, ce qui te permettra d'interagir avec d'autres fonctionnalités, comme par exemple Get Firestore, où tu vas pouvoir lui dire const database de Get Firestore, et peut-être aussi retourner par exemple ta base de données, ce qui te permettra de pouvoir requêter ta base de données plus tard du côté front. Pour requêter Firebase du côté back, à la racine de mon projet serveur, je vais ajouter un dossier qui va s'appeler utils/firebase.ts, dans lequel je mets la configuration suivante, qui est tout simplement les imports dont j'ai besoin pour pouvoir utiliser Firestore du côté de mon API. Ici, je vais initialiser une variable Firestore pour l'initialisation de Firestore, et on va créer une fonction, notamment une fonction useFirebaseAdmin, qui me permet un certain nombre d'actions, notamment le fait de définir le type de base de données sur lequel je suis, en fonction de si je suis en local ou en production, et en fonction de si j'ai nommé ma base de données en production. Généralement, tu auras juste default à mettre ici. Mais si comme moi tu préfères bien nommer les choses, probablement que tu auras besoin d'un peu plus d'instructions. À partir de ce moment-là, tu vas vérifier si tu as déjà des applications qui ont été initialisées par Firebase. Si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, tu vas ajouter tes credentials, donc tes identifiants. Ces identifiants, tu peux les récupérer toujours pareil dans Firebase, dans compte de service, et dans compte de service, tu fais générer une nouvelle clé privée. Une fois que tu as le fichier qui s'appelle serviceaccount.json, tu vas le mettre à la racine de ton projet, et c'est lui que tu vas récupérer par l'intermédiaire de application default. À partir de là, tu peux initialiser par exemple ton instance de Firestore. Rappelle-toi, c'est la petite variable que l'on a mis juste au-dessus, par l'intermédiaire de la base de données. Si c'est une base de données qui est en local, par exemple si je travaille avec Firebase Emulator, eh bien je vais légèrement router les requêtes vers ma base de données en local. Et quand je serai en production, et bien dans ces cas-là, on ne passera pas dans cette condition, ce qui me permettra de pouvoir router vers la base de données de production. À partir de ce moment-là, je fais une autre condition, parce que si on a déjà initialisé notre configuration de Firebase, et bien dans ces cas-là, j'ai juste à récupérer l'instance de Firestore, et je retourne ça directement à l'issue de ma fonction que j'ai créée qui s'appelle use Firebase Admin. Voici un exemple d'utilisation du côté API, où je vais par exemple enregistrer un email dans une base de données. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ma fonction useFirebaseAdmin, où je vais extraire mon instance de base de données à Firestore, et je vais pouvoir effectuer ma requête comme dans la documentation, c'est-à-dire un Firestore où je vais aller chercher une collection de profils, je vais aller chercher un document spécifique, et je vais aller chercher une collection email à proprement parler. À partir de là, eh bien, j'ai juste à récupérer par exemple ma liste d'emails qui sont égales à un email type, où je vais récupérer la valeur dans une variable. Si cette référence à l'email n'est pas empty, ça veut dire que l'email existe déjà. Dans ces cas-là, je ne fais rien. Sinon, j'ajoute un nouvel email dans ma base de données. Et je vais tout simplement aller consommer mon service save email, qui est le nom de mon service, pour lui ajouter mon email et potentiellement un nom d'utilisateur, comme ça l'est défini au sein même de mon service. Là, on vient de voir un exemple d'utilisation du côté back. Je peux te donner un exemple aussi du côté front. Par exemple, une fonction d'authentification qui utilise bien Firebase. Ici, on utilise Firebase Auth, et de Firebase Auth, on va aller utiliser la fonction create user with email and password, dans lequel je vais lui passer une référence de mon système d'authentification. Comment est-ce que je récupère ça? Eh bien, je récupère ça par l'intermédiaire de mon Linux app, et notamment une référence à l'authentification, au système de configuration d'authentification qui est présent dans la documentation de Firebase, et je vais lui donc passer un email et un mot de passe pour pouvoir créer un nouvel utilisateur dans Firebase. Là, on a une utilisation exclusivement du côté front, puisqu'on est sur de l'authentification, alors que du côté de l'API, nous avions une utilisation uniquement du côté back. Je te mettrai absolument toutes les ressources dans le canal Telegram, et dans lequel tu pourras retrouver d'autres informations, notamment sur toutes les technologies que tu peux avoir du côté de Nuxt.js, mais encore des technologies du côté application mobile. Mais tu pourras aussi suivre par l'intermédiaire de ce canal Telegram tous mes projets web sur lesquels je travaille actuellement. Et pour ça, rien de plus simple, tu cliques sur le premier lien qui se trouve dans la description, et tu pourras accéder directement à ce canal-là. Et en attendant, si tu veux ajouter d'autres informations, n'hésite pas à ajouter des commentaires.